Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde édition du journal Pégigonien. Voici l'actualité de ce mardi 13 février. Hier lundi, l'ensemble des représentants faisait pour la première fois leur entrée dans l'hémicycle parlementaire. Après des présentations en tout genre, les députés se sont attelés à leur première assemblée. Résumé de la journée, regardez. Après une bonne et grosse nuit de sommeil, comme il est de coutume en Pégigonie, c'est à 8h15 que les députés partaient à la rencontre de leur destinée. Et oui, hier c'était leur premier jour au Parlement. Ils ont pu discuter les 4 décrets avant d'en débattre encore en commission. L'ambiance y était détendue, mais sérieuse. Il y avait du sentimental. Je l'ai croisé pour la première fois il y a plus de 6 ans. D'abord simple connaissance, amie d'amis. Aujourd'hui, je peux le dire, Mathilde, c'est ma meilleure amie. Mais également un peu de cru. Je m'empresser de stériliser ma coupe menstruelle et d'ensuite m'introduire dans ce qui me sert de vagin. Je me suis lavé les mains parce que j'en avais plein les doigts. De plus en plus de femmes diront le mot clitoris. Le thé ne sera plus un problème. Nos clitoris seront intégrés, respectés et sacrés. Le premier décret discutait l'instauration d'une information libre et de qualité par une collectivisation du pouvoir médiatique. Si le projet a été salué par une partie de l'hémicycle, les députés les moins adeptes ont parfois parlé d'un décret aux demi-mesures ou ont de façon récurrente souligné le risque d'ingérence dans le travail des journalistes. Ce que ce décret propose, c'est une précarisation des moyens fournis à la presse et aux médias. Sur ce point, le ministre se défend. Oui, je comprends avec une première impression que si on dit la presse est nationalisée, on dit les journalistes vont avoir une influence. Mais non, parce que techniquement, l'exécutif n'a aucune emprise sur les journalistes. Il les nomme pas, il les recrute pas, il peut pas les virer s'ils écrivent des articles. Donc moi, mon avis est que non, il n'y a pas d'influence. Le deuxième décret, visant à promouvoir un système alimentaire soutenable et responsable, a été salué pour son ambition face à l'urgence écologique, mais fortement critiqué quant à sa mise en place. Que les bébés ont besoin d'une nourriture très grasse et riche en protéines, sinon ils meurent. Madame Mouquin, pourquoi ce décret suscite-t-il votre indignation ? Mais tout simplement parce que même si les intentions sont très louables, et même si je crois vraiment dans l'idéal, c'est même pas l'idéal, la nécessité de passer à ce type d'alimentation, je pense que le moyen n'est pas le bon. On ne peut pas imposer à des citoyens de penser. Il faut vraiment les sensibiliser parce que si on leur impose, ça va tout simplement déclencher la réaction contraire et d'opposition. L'article 16, si je me rappelle bien, on dit que tous les établissements publics devront se munir d'un potager. J'ai un peu d'inquiétude quant à la faisabilité de cette règle-là. Parce que, je sais pas, est-ce qu'on a l'espace pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment réalisable? Que répondez-vous à ceux qui pointent un manque de réalisme de votre décret, notamment en pointant par exemple le risque d'une perte d'emploi massive et de conséquences sociales potentiellement désastreuses? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense que, comme j'ai essayé de le défendre en hémicycle, que finalement le retour à une agriculture plus respectueuse, ça va créer beaucoup d'emplois parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle les slow tech, donc qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, qui sont intensives en travail. Et donc finalement, ça permettrait que l'agriculture redevienne un des premiers terreaux d'emploi. Et donc on en perdrait, c'est sûr, dans l'industrie, mais on en regagnerait dans l'agriculture. Et pour moi, c'est une meilleure vision, c'est un meilleur monde. J'ai beaucoup entendu dans les débats qu'on parlait d'atteinte aux libertés, donc peut-être que la Commission pourrait aller dans ce sens-là et voir ce qui est possible de faire pour modifier. On parle aussi d'un certain protectionnisme, donc aussi aller voir la Commission pour modifier ce genre de choses. Beaucoup de critiques ont été émises en débat et donc à la Commission de voir ce qui peut être fait. Le troisième décret, visant la transition vers une mobilité verte, a lui aussi pu faire émerger une discussion houleuse entre les députés, suite notamment à la première intervention de la chef de groupe Maëlle de Brouwer. L'usage individuel de la voiture reste trop large, trop autorisé. Il faut la restreindre, il faut proposer des mobilités qui soient douces, qui soient non polluantes. Et ça, c'est vraiment subsidiaire dans le décret, alors que ça doit être le principal. Donc ce décret n'est pas assez radical selon vous? Pas du tout. Dans sa proposition de décret, la ministre a suscité l'interrogation de certains députés proposant une exception sur l'abolition de la propriété privée sur les voitures pour les personnes qu'elle dit ayant une notoriété en Pégigonie.
Elle s'explique sur ce point. C'est juste vraiment dans certains cas, certaines exceptions que je privilégie encore quand je crée cette exception de l'abolition de la propriété privée sur la voiture pour certaines catégories de population. Mais vraiment, je le répète, pas par élitisme, vraiment par sécurité avant tout. Le quatrième et dernier décret était celui visant à promouvoir l'égalité des chances par l'édition du génome humain. Est-ce que, concernant le dernier décret sur la modification du génome, vous partagez la citation de la chef de groupe Camille Allais qui dit « Nous sommes parfaits de notre imperfection ». Je la partage, mais je ne pense pas que le décret va amener à faire qu'on soit des hommes parfaits parce que, comme la ministre le disait, la ministre de l'égalité des chances, et par après on va avoir l'éducation qui va faire qu'on va être plus, qu'on va développer certains traits, etc. Donc on n'est pas fixé dès le début en tant que parfait ou imparfait. Mais donc la phrase est belle, mais elle ne s'applique pas dans ce cas-là, quoi. Oui, je suis d'accord avec cette citation. Mais ça dépend dans quelle mesure. Donc moi, je suis favorable au décret qui a été proposé par la ministre de l'égalité des chances. Et donc, j'estime que les imperfections qui limitent trop notre capacité physique et intellectuelle doivent être corrigées. Je la rejoins complètement là-dessus. Et, pourquoi ? Parce que je pense que la vie, c'est difficile, mais que c'est aussi parce qu'elle est difficile qu'elle est aussi géniale. Et je pense qu'en gommant nos imperfections, on la rendra moins chouette. C'est plutôt un projet passionnant ou inquiétant selon vous ? Les deux. C'est parce qu'il est inquiétant qu'il est passionnant. Passionnant pour toutes les avancées qu'on peut avoir avec ça, toutes les avancées que ça propose. Inquiétant sur une légère pente, on va dire, car bien sûr c'est des idées qui peuvent faire peur. Modifier le code génétique, c'est tout de même toucher au plus profond de l'humanité, de l'humain. Mais passionnant avant tout, car c'est de la recherche, c'est de l'évolution et c'est faire évoluer l'humain en positif. La pégigonie suscite l'admiration, la curiosité et parfois même la jalousie. Vous l'aurez remarqué, la presse étrangère était présente ce lundi matin au Parlement. En plus d'être venue prendre des notes sur les méthodes de l'équipe de presse du PJ, elle est venue écouter nos députés, parler d'eux et sonder un peu l'ambiance au sein du Parlement. Nous avons pu avoir leurs réactions. Reportage avec Baribal Piferoun et Bernard Denuy. Et pourquoi venir couvrir cet événement ? En quoi cet événement présente, selon vous, un intérêt D'abord parler de l'événement, et puis alors pour aussi, comme ça concerne la jeunesse, à travers notre reportage, pour aussi concerner les plus jeunes qui ont tendance à parfois se détourner de la chose politique, de leur montrer qu'il y a moyen de s'investir. Nous, on parle à un public un peu plus jeune que le public habituel du journal télévisé, donc c'est naturel pour nous d'être ici. On est à la fois en présence du public cible et à la fois en présence d'émetteurs de messages qui peuvent parler à notre public cible, donc on est tip-top à notre place. En rentrant dans l'hémicycle, à part qu'on voit des visages plus jeunes, on a l'impression d'être dans du concret. On ne l'a pas enlevé, il est de facto pas là l'aspect électoraliste, donc les gens n'ont pas à se faire réélire ou réélire. Donc la liberté de ton est beaucoup plus grande ici, j'ai l'impression, c'est ça qui nous intéresse aussi, tant mieux. Qui dit pégigonie dit député, qui dit député dit assemblée, qui dit assemblée dit président. Après une première journée de réflexion intense, nous avons recueilli les premières impressions du président Vincent Martin Schmetz, propos recueillis par Bertrand Aubry. C'est une impression très positive. Le niveau de l'Assemblée cette année-ci est sans doute un des meilleurs que j'ai pu connaître dans mon expérience du PJ. Et donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on va commencer les journées prochaines. Et on espère que vous garderez le même niveau du coup. Et si vous deviez définir cette simulation, parce que vous êtes présent depuis quelques simulations, j'imagine, quel serait le mot que vous utiliseriez? Je pense que le terme le plus adéquat pour la simulation, c'est intense. Là, les gens viennent juste d'avoir un avant-goût vraiment de la charge émotionnelle que peut représenter un débat. Et avec le manque de sommeil, avec le travail et le retravail de certains décrets, les débats finaux vont être des moments vraiment très intenses. Et je pense que les députés vont se rendre compte au fur et à mesure et déjà demain. Et enfin, une dernière question, si vous aviez un mot à leur dire, des conseils, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais de ne surtout pas hésiter à prendre la parole parce que c'est une expérience qu'on vit qu'une seule fois et chaque prise de parole qu'on ne fait pas, c'est quelque chose qu'on risque de regretter plus tard. Alors vraiment, lâchez-vous et exprimez vos intentions.
Coco Chanel disait « La mode c'est de mode et le style jamais ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos députés ont du style et sont sapés comme Jaja. Bien entendu, dû à la fonction qu'ils exercent. Mais aussi fou que cela puisse paraître, bon nombre de députés et députées ne savent pas faire leur nœud de cravate. Aujourd'hui, nous avons décidé de partir à leur rencontre et de leur lancer un petit challenge, voir s'ils étaient capables de faire leur nœud de cravate en un temps record. Des images recueillies par Bertrand Aubry. 3, 2, 1, action! Oh merde, j'ai raté. Non, je suis trop loin. Je l'ai. Ça c'est un nœud. À l'envers, je l'ai. Est-ce que les candidats sont prêts? 3, 2, 1, go! C'est une très belle cravate, je crois. « 12,72 s'il vous plaît. On a un record. 12,72. C'est le premier. 12,72. Oh, merci pour ce concours. Merci à notre équipe presse qui nous propose des concours toujours plus fun, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est la fin de cette seconde édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, même chaîne. Et merci à toute l'équipe à la réalisation, particulièrement à Ismaël, Alice et Najib.